Nickel Boys de Colson Whitehead, publié aux éditions Albin Michel. Le cadeau qu'Elwood reçut pour Noël en 1962 fut le plus beau de sa vie, même s'il lui mit dans la tête des idées qui signèrent sa perte. Martin Luther King, à Zion Hill, était le seul disque qu'il possédait et il ne quittait jamais la platine. Sa grand-mère Harriet avait quelques albums de gospel qu'elle mettait uniquement lorsque le monde inventait une nouvelle manière de lui taper sur le système. Et Elwood n'avait pas le droit d'écouter les groupes de la Motown, ni aucune chanson populaire, du fait de leur caractère licencieux. Les autres cadeaux qu'il reçut cette année-là furent des vêtements, un pull rouge tout neuf, des chaussettes. Et certes, il les usa, mais aucun ne servit autant et à si bon escient que le disque. Chaque rayure, chaque craquement, qui s'ajouta au fil des mois, marqua une étape dans l'éveil d'Elwood, une compréhension nouvelle des paroles du révérend, le crépitement de la vérité. Il n'avait pas la télé, mais les discours du révérend King étaient des tableaux si vivants, narrant tout ce qu'avait été, tout ce que serait l'homme noir, que le disque valait pratiquement la télévision, voire la surpasser en majesté, comme l'immense écran du Davis Drive-In où il était allé 2 fois. Elwood voyait tout. Les Africains persécutés par le péché blanc de l'esclavage, les Noirs humiliés et opprimés par la ségrégation, et la lumière à venir, lorsque s'ouvriraient les portes de tous ces lieux fermés à sa race. Ces discours, enregistrés aux 4 coins du pays, à Détroit, Charlotte et Montgomery, jetés en pont entre Elwood et le combat national pour les droits civiques. L'un d'eux lui donna même l'impression d'appartenir à la famille King. Tous les enfants connaissaient Funtown, y étaient allés ou enviaient ceux qui y étaient allés. Sur la 3e piste de la face A, le révérend King racontait que sa fille Yolanda brûlait d'envie d'aller à Atlanta pour visiter ce parc d'attractions. Elle suppliait ses parents chaque fois qu'elle apercevait le grand panneau depuis la voie rapide ou qu'une publicité passait à la télévision. De sa voix grave et triste, le révérend King dut lui expliquer le système de la ségrégation, qui laissait les petits garçons et les petites filles de couleur de l'autre côté du grillage. Lui exposer le raisonnement égaré de certains blancs, pas tous, mais un nombre suffisant d'entre eux, qui donnaient force et sens à ce régime. Il conseillait à sa fille de résister à la tentation de la haine et de l'amertume, et lui assurait que même si tu ne peux pas aller à Funtown, je veux que tu saches que tu vaux autant que tous ceux qui y vont. C'était Elwood. Il valait autant que n'importe qui. À 400 km au sud d'Atlanta, à Tallahassee, il voyait parfois des publicités pour Funtown lorsqu'il se rendait chez ses cousins en Géorgie. Manège spectaculaire et musique entraînante. Enfants blancs tout sourire qui faisaient la queue pour les montagnes russes ou le mini-golf, qui se harnachaient dans la fusée atomique avant de s'envoler vers la Lune. À en croire à la réclame, un bulletin de notes parfait, dûment tamponné par le professeur, donnait droit à une entrée gratuite. Elwood avait des A dans toutes les matières et conservait sa liasse de preuves pour le jour où Funtown serait accessible à tous les enfants de Dieu, comme l'avait promis le révérend King. « J'ai de quoi y aller gratuitement pendant 1 mois, facile, disait-il à sa grand-mère, couché à plat ventre sur le tapis du salon, en suivant avec son pouce le contour d'une zone élimée.